Donc aujourd'hui, on vous réunit sur un format 45 minutes. On va essayer de rester dedans, dans le but de vous présenter ce webinaire «Initier la transformation digitale de vos clients industriels dans une approche agile». Alors, Creative IT, éditeur de la solution Qubes, a cet historique de 20 ans de projets MES menés chez des clients chez ses clients industriels, hein, donc 200 projets menés, à ce jour et depuis, quelques mois, voire années, on réfléchit à cette, manière plus agile de déployer ce type de projet. Donc ce matin, brève présentation de la société Creative IT, éditeur de la solution Qubes, les apports de la solution Qubes pour ses clients industriels. Un constat sur, là où en sont les industriels aujourd'hui dans leur transformation numérique et les difficultés, que l'on peut rencontrer, dans ces projets-là, notamment aujourd'hui, en parallèle de cette, crise sanitaire et crise économique que l'on peut rencontrer. Et dernier point, comment financer, cette transformation digitale? Donc, c'est monsieur Richard Tinan qui est ici présent, qui va vous dérouler cette présentation. Voilà, je vais passer donc, la parole à Richard, qui va vous dérouler cette présentation et bah, je vous souhaite, une bonne présentation à tous. Oui, merci Marc-Antoine. Juste pour, Marc-Antoine, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, j'ai toujours un peu de... Parfaitement. Ouais, très bien. Ok. Oui, comme a dit Marc-Antoine, il y aura plusieurs sujets. Je vais vous présenter un petit peu qui on est, Creative IT, et notre solution de MS qui s'appelle Cubes. On va essayer d'être pragmatique et rapide sur cette présentation. Comme Marc-Antoine l'a dit, n'hésitez pas à lever la main grâce à Teams. Éventuellement, on pourra faire une pause ou deux. Je vais essayer de respecter le temps, de façon à vous laisser une partie de questions-réponses à la fin du webinaire, mais n'hésitez pas, soit au cours de présentation, à lever la main et on peut faire des pauses à tout moment. Donc, moi je suis Richard Tinan, je suis à la fois account manager commercial pour la société Creative IT depuis 8-9 ans. Et j'ai la double tâche, c'est aussi d'être responsable de l'offre de transformation digitale auprès des industriels. Et à ce titre, voilà, on organise ce webinaire afin de faire un constat un petit peu de la transformation industrielle et de comment une société comme Creative IT, qui existe, comme vous le voyez, depuis 20 ans au service industriel, crée une offre et se positionne sur ce marché. Donc nous sommes basés à Lyon, c'est une société d'environ 40 salariés, et notre métier principal, c'est évidemment d'être éditeur de notre solution de MES qui s'appelle Cubes, mais aussi d'intégrer, paramétrer ces solutions MES auprès des industriels. Alors nous sommes labellisés offreurs de solutions Industrie du futur. Comme vous le savez aujourd'hui, il y a des plans d'accompagnement, des plans d'aide auprès des industriels pour moderniser, accélérer cette transformation. Si certains d'entre vous n'ont pas d'informations ou souhaitent aborder ce sujet, on pourrait éventuellement leur faire passer quelques informations de façon à ce qu'ils puissent, je dirais, se renseigner de façon plus importante. Voilà. Alors, notre but, c'est d'accompagner évidemment la transformation digitale des usines. Comment, avec notre solution, avec une méthodologie que je vais vous montrer et une roadmap, on imagine aujourd'hui, nous, pilotée à la fois par les fonctionnalités, bien sûr, mais aussi par les gains, par le retour d'investissement. Donc Creative IT, comme l'a signalé Marc-Antoine tout à l'heure, c'est environ 500 sites industriels équipés de notre solution, 200 clients dont je vous en montrerai quelques références dans un instant, et environ 10 000 utilisateurs, je ne sais pas si c'est le point le plus important. Voici quelques références de Creative IT. Comme vous pouvez le voir, ici, on travaille, sur tous les domaines de l'industrie, en tout cas sur les majeures parties. J'exclurai peut-être certains gros process. Peut-être le point le plus important que vous pourriez remarquer, c'est non seulement on adresse la totalité des métiers industriels, mais deux, on adresse aussi des sociétés de tailles différentes. Vous retrouvez à l'intérieur de ces références des PMI, on va dire de 50-100 personnes au minimum, parce qu'il faut quand même
une certaine ressource pour s'équiper de ce type de solution, jusqu'à des groupes de plusieurs milliers de personnes où on va déployer entre 15, 20, 25 sites avec notre solution. Alors, une solution qui s'adapte, une solution qui peut convenir très bien à des sites modestes ou à des sites beaucoup plus importants. Si vous voulez de l'information, n'hésitez pas à aller sur notre site, vous retrouverez beaucoup de témoignages de nos clients par des articles de presse ou des témoignages organisés lors de salons, qui est toujours intéressant pour vous de voir un petit peu comment ces industriels ont pu aborder à la fois les MES ou aborder le point plus général de la transformation industrielle. Voilà. Alors, un point juste sur la solution, parce que je voudrais vraiment aborder avec vous rapidement le point pour lequel ce webinaire est fait. Donc Cube, c'est une solution logicielle, c'est une solution de MES destinée aux industriels qui est construite aujourd'hui sur environ une trentaine de modules qui nous permet, comme un mécano, d'adapter les différents modules, d'adapter en tout cas notre solution aux besoins de nos clients. On peut avoir un projet qui commence assez facilement, et ça on l'abordera dans le webinaire, avec 1, 2, 3 modules, comme on peut répondre à des solutions beaucoup plus importantes avec pratiquement la totalité des modules. Deuxième point, c'est que ce type de solution, aujourd'hui, permet, une mise en œuvre rapide, d'enchaîner des étapes avec ce système modulaire rapidement, sans surcoût, c'est-à-dire qu'on va, comme on a un spectre, un périmètre assez large de fonctions, on évite d'empiler les solutions différentes, d'empiler les contrats de maintenance, et donc globalement, on reste sur une même solution avec, qui permet à l'industriel d'éviter de se repositionner sur d'autres logiciels, de se repositionner sur d'autres comptes. Point important, et comme vous l'avez vu, comme on aborde beaucoup de métiers, c'est une solution qui aujourd'hui permet de personnaliser, en tout cas s'adapter rapidement et facilement auprès des industriels, surtout considérant les différentes contraintes qu'on peut rencontrer dans les différents métiers, évitant le développement spécifique. Deux points plutôt techniques, c'est une plateforme évidemment ouverte, interopérable à tout ce qui est système informatique déjà existant des industriels, je pense particulièrement aux ERP. Deux, interopérable avec la couche basse des industriels, automates, machines de production, équipements de mesure. Voilà, donc ça évidemment sont des systèmes qu'on maîtrise complètement et qu'on met en place, je dirais, en collaboration en général avec les industriels, avec les intégrateurs éventuellement de RP ou avec les équipes de maintenance des industriels. Deuxième point, c'est une solution aujourd'hui qui est cloud, entièrement cloud, basée sur un système que vous pouvez voir ici de box qu'on appelle Cubes i4, voilà, qu'on pourrait vous présenter si jamais ça vous intéresse, en tout cas qui est très bien reçu par les industriels. Et puis enfin, effectivement, c'est une solution aujourd'hui sur laquelle on a, nous, une grosse expertise de déploiement multisite et international, même si aujourd'hui on n'a pas de représentation commerciale à l'international. On a aujourd'hui développé, déployé pas mal de sites à l'étranger, dont les trois derniers étaient au Japon. Voilà. Puisque c'est un produit, juste pour information, qui est traduit aujourd'hui. Marc-Antoine, tu m'arrêtes, je crois que c'est 13 langues. Voilà. C'est bien 13 langues. C'est 13 langues, voilà. Oui. Donc le chinois, le japonais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'anglais, le portugais, etc. Il nous en manque quelques-unes, mais je pense qu'on couvre déjà un spectre international assez large. Donc effectivement, cette solution, comme elle est à la fois complète et adaptable, ça nous permet d'apporter une vraie valeur ajoutée aux industriels. Ça permet aussi d'avoir une démarche de co-construction fonctionnelle et de valeur ajoutée avec nos clients. Et puis, ça permet de piloter une certaine transformation digitale. Et notamment, nous, on insiste beaucoup. Aujourd'hui, vous le verrez dans la présentation qui est sur cette partie-là dans une minute. C'est vraiment de rapporter les fonctions au ROI, de rapporter les fonctions au gain et de ne pas s'engager aujourd'hui quelque part dans des
développement, des mises en place de paramètres complexes sur lesquels le retour sur investissement est pas évident du tout. Voilà. Est-ce que sur ces points-là, certains veulent revenir ou une question peut-être vous nous connaissez, vous ne nous connaissez pas. Si jamais vous avez besoin d'une information, évidemment, on est là pour vous répondre. On peut en profiter, on peut prendre 1 minute, 2 minutes tout de suite, ou y revenir tout à l'heure en fin de webinaire. Si pas de questions. Oui, Alexandre. Oui, j'avais 2 questions. Après, je ne sais pas si ça va être déroulé après par la suite, donc je préfère les poser maintenant. En fait, je me posais la question, est-ce que vous avez des schémas, des standards par rapport à votre architecture cloud plus edge, dans le sens où il y a un certain nombre de données qui vont être traitées et gardées sur le edge, et il y a des choses qui vont être remontées dans le cloud. Je suppose que vous discutez avec le client pour savoir ce qui est remonté et ce qui est resté en local. Donc, ça serait un petit peu autour de ce sujet-là. Je ne sais pas si vous l'abordez. Et le deuxième, c'est par rapport à tout ce qui est aux fonctions en fonction du ROI, aux fonctionnalités selon les ROI. De la même façon, est-ce que vous avez des modèles? Est-ce que vous fonctionnez par... il y a toujours un côté client et un côté standard. Donc, je voulais un peu comprendre mieux votre approche, aussi bien architecture technique que bien telle que vous le présentez. Ok. Alors, sur l'architecture technique, oui, on l'aborde avec l'industriel. Par contre, effectivement, ça dépend, je dirais, des contraintes de sécurité potentielles de l'industriel. Et justement, notre solution Xudrive4 permet de conserver, je dirais, certaines données, je dirais, proches de l'industriel, de type Edge, et permet de dispatcher les données moins nécessaires, on va dire, dans le cloud. Donc il y a cette dualité qu'on aborde avec eux, en sachant que mon discours, après, voilà, c'est le mien, c'est de considérer qu'il y a plus de sécurité aujourd'hui dans une solution cloud qu'il n'y en aurait dans une solution, je dirais, serveur chez un industriel. Pour avoir vu pas mal de serveurs ou d'attaques, on va dire, hacking, certains industriels, on retrouve quand même beaucoup plus de sécurité dans le cloud. Voilà. Deuxième point, sur les fonctions par rapport au ROI, ça on y reviendra évidemment tout à l'heure, et je pense même que c'est un des gros sujets de cette transformation digitale. Voilà. Donc, ici, ce que je vais essayer d'aborder avec vous, c'est peut-être quelque chose que vous ressentez, peut-être quelque chose que vous partagez, c'est les difficultés de la transformation digitale. Et pour ça, nous, on fait un premier constat, je dirais, oui, un constat, tout simplement, de qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui chez les industriels qui sont ou nos clients ou des gens qui nous contactent. Et j'irai même un peu plus fort, hein. Quel est le constat des industriels français? Et ce qu'on peut remarquer, c'est un système d'information de production vieillissant. Et quand je dis vieillissant, c'est à la fois sur les équipements, et 2, sur l'informatique auprès de ces équipements, l'informatique auprès de ces opérateurs. Deuxième point, c'est s'il y a des applications dans les ateliers, elles sont souvent d'origine diverse. Et quand je dis d'origine diverse, j'inclus les solutions de type Excel, de type Access, de type développement spécifique, de type one-shot, qui peuvent gérer 1, 2, 3, 4 périmètres de l'atelier. Je pense à des solutions de type GMAO, métrologie, suivi de production, SPC, etc., sans avoir une coordination dans ces différentes solutions. 3, c'est encore énormément de papier, soit pour la documentation, qui n'est pas forcément mis à jour par rapport aux méthodes, pas forcément mis à jour par rapport aux clients, et encore beaucoup de saisies, incluant des déclarations à la fois qui peuvent être multiples. Quand je dis inutiles, c'est que, effectivement, et ça on l'abordera tout à l'heure, c'est que quand on fait des saisies papier, c'est souvent des saisies, des ressaisies et des ressaisies, avant qu'elles aillent dans un système qui permet de les concaténer. Donc énormément de perte de temps, de perte d'informations, de mise à disposition de l'information au bon moment.
Et les deux derniers points qui sont, bien sûr, c'est des besoins qui sont absolument pas couverts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des industriels, encore beaucoup, on estime à 70%, ne savent pas ce qui se passe dans un atelier. Ne contrôlent absolument pas ce qui se passe dans un atelier. Moi, j'ai fait 10 ans de cycle, et je peux vous assurer que on ne sait pas où on est, la situation d'un ordre de fabrication, la situation d'un ordre d'une commande, on ne sait pas si les matériaux, les matériels sont disponibles. Bref, une espèce de no man's land sur lequel l'industriel construit néanmoins écoutez, son système d'information. Et enfin, surtout, peut-être une image améliorée. Alors, quand on parle de transformation, on parle de modernisation, et là, il y a vraiment une image améliorée de l'industriel par rapport à l'image, je dirais, d'Épinal, de type usine, qu'on peut se faire encore aujourd'hui. L'industrie a beaucoup évolué, et je crois que là-dessus, même si c'est qu'une image, il y a beaucoup à faire, à la fois pour les gens qui y travaillent, mais aussi pour l'extérieur. Donc, quand on a fait ce constat, depuis plusieurs années, voilà, il y a un discours, à la fois dans les différents médias, qu'ils soient réseaux sociaux, télévision, radio, presse, autour de l'industrie 4.0, autour globalement d'un monde industriel plus moderne, qui pourrait mettre en place des différentes technologies qui sont matures, qui sont disponibles et qui pourraient changer radicalement les modèles de production. Alors là, on vous en a mis beaucoup. Évidemment, c'est des sujets certainement que vous avez tous abordés, certainement que vous êtes informés là-dessus, certainement que vos clients, vos contacts sont intéressés par ça. Il suffit d'aller aujourd'hui sur n'importe quel réseau social et vous allez retrouver de l'information pratiquement tous les jours sur ces sujets. Ce qui a provoqué chez beaucoup d'industriels une espèce de flou artistique, une espèce de flou technologique sur qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je suis capable, parmi ces différentes solutions, à la fois de les mettre en place, potentiellement, est-ce qu'elles vont m'apporter quelque chose, et est-ce que, globalement, ce n'est pas une espèce de marketing technologique qui, pour l'industriel, n'apporte pas la valeur ajoutée que je peux entendre aujourd'hui dans la presse ou dans les réseaux de communication. Je vais en prendre un au hasard, je ne sais pas lequel. Tiens, on entend beaucoup parler de big data. Alors effectivement, le big data, on voit tout ce que c'est. Hein. On a de la donnée, on analyse, certainement avec des algorithmes, de façon à améliorer une certaine prédiction, par exemple autour de la maintenance, de ce qui pourrait être, de façon à intervenir plus rapidement. Le big data chez l'industrie, aujourd'hui, beaucoup en parlent, très peu on en fait. Nous, on a fait des pilotes avec certains de nos clients, et ce qu'on a pu remarquer, c'est il fallait un volume de données beaucoup plus important que peut-être l'industrie, elle peut en mettre en disponible, et deux, il fallait des algorithmes qui soient pensés pour que ces informations soient pertinentes. Donc, là, un sujet qui aujourd'hui, big data, peut être simplifié à besoin d'indicateurs. Pilotage, je dirais, des indicateurs de performance, de production, de rentabilité. Voilà. Donc, un sujet important, mais qui, rationnellement mis au niveau de l'industriel, est peut-être beaucoup plus simple qu'on croit. Donc, je dirais ici, par rapport à ces technologies, un certain flou vis-à-vis des industriels, même si certains aujourd'hui souhaitent dans ces transformations industrielles y aller. Et qu'est-ce qu'on a, nous, remarqué? C'est beaucoup d'écueils. C'est ce qu'on appelle, nous, l'effet waouh, c'est qu'en clair, je mets en place une techno, plutôt avec un sens marketing, voilà. Ça fait joli, je mets un poste de réalité augmentée pour former certaines personnes, mais globalement, il n'y a pas, quelque part, un retour d'investissement, une mise à disposition de technologie avec de la valeur ajoutée. Deux, c'est que se dire que la technologie étant disponible, ça va tout changer. Ça, nous, on ne l'a jamais constaté. Se dire que, oui, la transformation digitale, c'est bien, la transformation industrielle, c'est bien, mais je vais attendre d'être organisé, je vais attendre de... Voilà. Je pense que l'un et l'autre doivent se combiner.
penser que, globalement, puisque les technologies existent, en un certain temps, ça va être mis en place et fini. Un point aussi important que nous, on retrouve très souvent chez les industriels, c'est la volonté de faire des POC, des Proof of Concept, des pilotes. Aujourd'hui, si c'est une bonne solution pour voir, c'est aussi une solution avec un taux d'échec très important. On considère aujourd'hui que plus de 70% des pilotes, des POC, sont voués à l'échec, soit parce que, effectivement, ils restent à l'état de pilote et ils ne sont jamais déployés chez les industriels, soit parce que, effectivement, il a été mal choisi et ne correspond absolument pas à l'attendu de l'atelier. Et deux derniers points qui sont des points, je dirais, différents, c'est que beaucoup d'industriels encore raisonnent ce que j'appelle plus en termes de producteurs et se dire non, tout ça c'est des gadgets. Le numérique, la révolution technologique, c'est du gadget, et je vais investir dans la machine. Donc j'ai des besoins de production, mais je vais augmenter ma capacité de production en investissant des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros dans la machine. Et un dernier point qui bloque souvent l'industriel, c'est qu'il faut rédiger un cahier des charges. J'ai pas le temps, j'ai pas les bonnes personnes, je fais pas confiance à ceux qui vont le rédiger, et ça vient bloquer effectivement toute transformation digitale. Voilà. Donc face à ça, nous on constate deux points. Un, une révolution numérique disponible qui va amener beaucoup de modifications structurelles, qui va amener évidemment de la dématérialisation et qui va amener une interconnexion globale des différents systèmes dans l'entreprise industrielle. Deuxième point important, une disruption, c'est-à-dire une vraie rupture entre le monde d'avant, cette image d'Épinal dont je parlais tout à l'heure, et cette capacité que peut avoir l'industriel à imaginer des solutions différentes, des solutions intelligentes. Et on considère aujourd'hui que cette disruption, elle doit être, je dirais, accompagnée et mise en place autour d'une agilité qu'on va essayer de partager avec vous. Voilà. Donc notre approche, c'est de permettre aux industriels de se lancer simplement dans la transformation digitale. Voilà. Et cette approche-là, c'est globalement une réponse à la mise en œuvre de projets complexes. Et comme vous le voyez, nous, on a pu remarquer avec des petits, mais comme avec des très gros industriels, leur volonté de répondre à un ensemble de fonctionnalités très importants, sans en avoir ni les ressources, ni le contrôle, ni globalement une certaine forme de cohérence dans cette disponibilité. Répondre à des sujets complexes, c'est pas forcément, je dirais, répondre à des points de valeur ajoutée. C'est répondre à une demande qui vient en général du métier, qui vient en général de l'atelier, et qui crée évidemment des coûts immédiats, des coûts récurrents, et on pense aujourd'hui qu'on peut faire une évaluation économique pour lancer, je dirais, une personnalisation, une dématérialisation qui soit, qui présente des gains réels. Voilà. Donc on a réfléchi là-dessus, voilà, et toujours pour aborder ce sujet complexe, quand un industriel, ou même quand on lance un projet, on se dit que la voie la plus rapide, c'est souvent la route la plus droite, évidemment, c'est la plus simple et la plus courte. Oui, mais comme vous le voyez, la pente est plus raide aussi. Et puis de l'autre côté, on a souvent des équipes qui se disent pas de problème, hein, mes équipes elles sont préparées, même s'il va y avoir des passages difficiles. Malheureusement, ce qu'on constate nous, c'est que les ressources des industriels sont ou mal accompagnées, pas prêtes, pas souvent assez disponibles pour la mise en œuvre de cette transformation, et viennent ralentir ou viennent empêcher cette transformation, je dirais, voulue par l'industriel. Voilà. Donc, on a imaginé, avec nos clients, en partageant ça avec les industriels, une autre organisation, une autre mise à disposition, autour évidemment de notre métier principal, de façon, comme on le dit, à atteindre le sommet sans prendre de risques, en tout cas en minimisant ces risques et en les bonifiant autour de la productivité et de la valeur ajoutée. Voilà, donc l'objectif il est en 3 points. 1, fournir rapidement une application sur le terrain. 2, et ça c'est un point important, évidemment je le dis plus facilement à des gens comme vous qu'à des industriels, mais c'est de mettre l'opérateur
au centre de la transformation digitale. C'est bien l'opérateur dans sa fonction qui doit aujourd'hui apporter et bénéficier au maximum de cette valeur ajoutée. Et enfin, de permettre un ROI beaucoup plus rapide qu'il ne l'est aujourd'hui sur des solutions de ce type-là. Voilà. Donc, cette offre-là, elle est basée sur les modules que vous aviez vus dans les slides précédents. Elle est basée sur les points d'entrée que je vais vous montrer, sur une méthode basée sur 2 postulats, agilité et itération. Elle est cloud, et c'est une alternative évidemment à la mise en place, sans douleur, en tout cas facile, plus facile, d'un système de type MES. Et elle est aussi une première étape pour les industriels accompagnés de nos partenaires. Là-dessus, on y reviendra à la fin. Vous êtes un rouage essentiel de cette offre, et on tâchera de le partager avec vous dans le dernier slide. Alors, la méthode, elle est là, vous la voyez, elle est relativement simple, c'est d'identifier des étapes courtes qui vont structurer une roadmap, que je vous en montrerai un exemple dans 2 slides, et d'itérer ces étapes d'une façon rapide. Rapide, c'est 2 mois. C'est-à-dire que c'est de mettre en place des premières applications qui vont dématérialiser des process au bout de 2 mois dans les ateliers industriels. Et une fois qu'effectivement on a fait une première étape, on engage un déploiement de ces étapes d'une façon générale sur le site, et on engage une deuxième. Et ainsi, on itère ces étapes d'une façon successive, et toujours en rapportant les fonctions au gain. Donc vous avez une notification d'étape, 2, une mise en place, 3, un retour d'expérience qui est fait, de façon à engager les différentes étapes sur le retour d'expérience et sur les points qui sont, je dirais, les plus facilement accessibles, mais aussi qui rapportent le plus en valeur ajoutée. Alors, l'étude qu'on a pu faire auprès du monde industriel et de nos clients, qu'on a partagé avec eux, c'est qu'on avait aujourd'hui, dans la transformation digitale, dans la mise à disposition de ce type d'outils, 4 points d'entrée possibles. Le management visuel, les contrôles qualité, la performance, je dirais, des équipements autour des indicateurs de type TRS. S'il y a des termes sur lesquels vous ne maîtrisez pas ou qui n'est pas de votre... N'hésitez pas, on vous prendra une minute pour l'expliquer. Et un dernier, peut-être le plus simple, et qu'on a extrêmement ressenti, notamment depuis 1 an, et notamment alors, à cause du Covid, c'est tout ce qui est gestion et traitement de documents et processus interne. Pourquoi? Parce que simplement, depuis l'année dernière, c'est entre 30, 40, 70%, 80% des services transversaux des ateliers qui se sont retrouvés à travailler de chez eux. Et on ne peut pas travailler de chez soi quand on n'a pas des process qui sont dématérialisés. C'est là où la saisie papier devient plus possible. Et donc ces gens-là qui n'avaient pas ce type d'outils se sont retrouvés absolument coincés. Et on a effectivement accompagné beaucoup de nos clients sur ce sujet, rien que pour mettre en place des procédures internes dématérialisées. Et effectivement, on a un outil qui permet de mettre en place ces choses-là très rapidement et d'une façon, je dirais, adaptée à des nouveaux modes de travail qui, je pense, vont être conservés, en tout cas accélérés dans les années à venir, puisque les modes de travail qui ont été modifiés par le Covid, je pense, vont rester pendant très longtemps. Alors, ici, vous voyez une roadmap simplifiée qu'on a partagée avec plusieurs industriels, voilà, qui pourraient débuter aujourd'hui. Et là, c'est le cas avec un gros groupe industriel dans l'agroalimentaire qu'on a fait en janvier. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle chez nous une analyse préparatoire, une analyse préalable, qui peut être faite par nous, et qui peut être faite par quelqu'un d'autre. Voilà. 2, on a commencé à mettre en place une première étape qu'on appelle chez nous suivi d'avancement et alerte. On va mettre en place effectivement cette deuxième étape de constat, de retour sur expérience, qui sera administrée avec un calcul de ROI partagé avec l'industriel, et ainsi de suite. Voilà. Dans ce REX qu'on a pu définir avec eux, on a imaginé, on a partagé avec lui que le contrôle qualité, le suivi des ordres de fabrication et la performance
étaient deux étapes absolument nécessaires et qui allaient apporter une énorme valeur ajoutée à l'atelier. Voilà. Et donc, en mettant en place les étapes successives de 8 à 12 semaines, on permettait au bout d'un an et demi d'avoir déployé des process qui permettent déjà à des industriels d'avoir globalisé une certaine transformation vraiment au sein des ateliers et permettre, nous, ce qu'on appelle la continuité numérique, c'est-à-dire qu'on a fait disparaître tous les papiers, on a on a interfacé l'ensemble des outils informatiques, qui soient de type ERP, PLM, GED, et d'une façon plus basse, tous les équipements de production et équipements de mesure, et au centre, avec le MES qui vient apporter ces différents process. Donc, voilà, rapidement, l'industriel se retrouve avec une continuité numérique dans ses ateliers, dans ses usines. Et peut imaginer très rapidement les retours d'investissement et l'évolution nécessaire. Ici, on vous met quelques pourcentages de gains. Je ne ferai pas le calcul pour vous. Cette documentation, vous la recevrez, vous ferez le calcul vous-même. On vous donne on vous met une image d'un atelier de 100 personnes qui a, vous voyez, 3 millions de main-d'œuvre, 3 millions d'euros en main-d'œuvre, 5 millions d'euros en machine et 10 millions de matières. Voilà, c'est un exemple qu'on a pris sur le marché. Et on a aujourd'hui les gains que vous voyez qui sont de 2% en main-d'œuvre, 3 en TRS et 10 sur les rejets. C'est un vrai cas qu'on a rencontré et qui a été, je dirais, vraiment mesuré. Je vous laisse faire les calculs et évidemment, ça finance sans problème un investissement de ce type-là. Et donc, le discours qu'on a, c'est qu'effectivement, ce type de projet, il faut bien sûr le déployer facilement, mais il faut aussi le déployer sur la plus large échelle possible pour que ces gains soient le plus important. Alors, plus effectivement, si on prend ces chiffres-là, on peut distinguer aujourd'hui dans les industriels deux gros métiers, ceux qui seront plus orientés sur la machine, je vais en prendre l'usinage, et ceux qui vont être plus orientés sur la main-d'œuvre, le montage. Souvent, on peut retrouver les deux au sein d'un site industriel. Voilà, donc effectivement, ces rapports augmentent avec les différents ateliers, qui soient usinage, et là, dans mon exemple, les montages. Alors, je regardais l'heure, excusez-moi. Ouais, 37 impeccable. Voilà, donc, vous avez vu qu'on cherche à promouvoir, et avec un certain succès depuis, malgré le Covid, depuis l'année dernière, ce type d'approche avec les industriels. Et il se trouve qu'en faisant des webinars, en présentant cette solution auprès de gens comme vous, il s'est avéré que, effectivement, c'était une méthodologie, une offre qui pouvait être largement partagée. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez de votre côté des connaissances métiers qui sont indispensables. Vous avez une connaissance de vos clients qui est une énorme valeur ajoutée. Et cette volonté d'accompagner beaucoup de vos clients, beaucoup de vos contacts industriels dans la mise en œuvre de la transformation digitale. Voilà. Aujourd'hui, on insiste aussi beaucoup sur un point, c'est que non seulement vous souhaitez les accompagner, mais aussi que vous souhaitez les accompagner à l'issue, je dirais, de la mise en place de ce type de solution et aborder tout ce qu'on appelle, nous, le pilotage. Et ces deux points, qu'ils soient accompagnement et pilotage, sont des points qui viennent en complément de notre offre de transformation digitale et que vous pouvez, que vous devriez, ou on aimerait bien partager en fin de compte avec vous ce type d'approche. C'est pour ça qu'aujourd'hui on reste très ouvert à la mise en œuvre, je dirais, commune de cette approche,
pour à la fois vous faire partager, enfin nous faire partager nos retours d'expérience, vous les apporter et éventuellement nous conforter ou faire évoluer notre offre en fonction soit des métiers, soit des différentes approches que vous pourriez avoir avec des clients. Voilà, on est à votre disposition, soit pour en discuter, soit vous accompagner, et comme certains l'ont fait en 2020, monter des offres communes qui nous permettent aujourd'hui à la fois d'aborder la transformation digitale chez les industriels au travers de votre valeur ajoutée. Voilà. Donc, j'ai essayé d'être rapide, peut-être un peu trop, juste pour terminer en synthèse. Voilà. Je vous ai mis un chiffre, parce que je sais que sans doute beaucoup veulent savoir un petit peu à combien ça peut se budgéter. Voilà. Une première étape aujourd'hui, c'est valoriser autour de 25 à 40 000 euros. Et ça permet véritablement d'avoir une valeur ajoutée à la fois au niveau des process, mais aussi un retour sur investissement très probant, avec une mise en production, en tout cas une première étape entre 8 et 12 semaines, donc 10 semaines. Voilà. Donc moi j'en ai terminé, il reste 5 minutes. Ouais, c'était un peu long, même aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut ouvrir les micros, je répondrai à toutes vos questions. Oui, Pascal. Attendez, je vous entends pas. On vous entend pas. Ok, là c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ok. C'est par rapport au suivi d'avancement et alerte. On a vu dans la présentation que vous nous avez faite, il y a suivi d'avancement et alerte et on voit que ça progresse. Est-ce qu'il y a chez vous une méthodologie qui peut, enfin, ou des indicateurs qui peuvent donner l'information de faut surtout pas y aller, vous n'avez pas la maturité suffisante, même si c'est dur à écouter pour un industriel, c'est vous n'avez pas la maturité suffisante pour pouvoir accéder à un système de type MES. Si on le met en place, le pourcentage d'échec possible est de 80%. Monter en maturité, quand je vois l'audit par exemple de votre ERP, vous avez un ERP, j'audite votre ERP, il est mal foutu, il y a des choses qui sont exprimées en euros alors qu'elles devraient être en heures, c'est mal parti. On ne peut pas vous aider pour l'instant. Est-ce que chez vous, cette alerte existe et est-ce qu'à ce moment-là, vous savez les réaiguiller vers, je dirais, une remise à niveau en quelque sorte, sans que ce soit péjoratif, hein. Non, du tout, du tout. Alors effectivement, c'est drôle que vous abordez le sujet parce que il se trouve qu'on a abordé hier justement ce sujet avec un industriel. Voilà. Alors oui, on a cette alerte, même si elle est véritablement elle est difficile parce que à partir du moment où on va lever cette alerte, vous imaginez bien que On condamne notre projet. Oui, le projet pour lequel éventuellement il souhaitait mettre en œuvre notre solution va se décaler dans le temps. Mais oui, on lève cette alerte. Alors, et justement, c'est un sujet qu'on lève au cours d'une phase d'analyse préliminaire, préalable, qui est indispensable face à ce type de projet. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils étaient très friands de cette analyse et qu'ils étaient très friands parce que justement, je dirais d'une certaine manière, un professionnel de la transformation leur disait. Et ça engage derrière soit un accompagnement, mais qui sort de notre métier. C'est plus à nous de le faire à partir de ce moment-là. Voilà. Et c'est pour ça qu'on cherche à se rapprocher peut-être de certaines personnes, certains professionnels qui savent nous relayer, qui savent accompagner cette démarche. Nous, on a levé l'alerte et où quelque part, s'il faut aller arbitrer entre, je dirais, ERP, MES, arbitrer sur les gammes et nomenclatures, les données techniques qui sont mal foutues dans l'ERP et qui sont, je dirais, qui sont à refaire, là, il nous faut nous, des points d'appui, C'est plus notre métier. C'est plus notre métier. Oui, ce que veut dire Richard, c'est que on exerce notre devoir de conseil à ce moment-là, en leur disant attention, c'est pas le MS ne va pas résoudre tous les problèmes. Hein, on a identifié qu'il y avait d'autres problèmes et on va vous réorienter vers l'étape précédente, hein, qui est de l'accompagnement, du conseil, de l'analyse, ou vers une solution qui va vous aider dans les problèmes que vous
rencontrer, quoi. Juste pour vous répondre jusqu'au bout, on a on a conçu une solution justement autour du suivi et des alertes qui permet de mettre en œuvre, je dirais, plusieurs process de suivi, d'alerte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en toute simplicité, et qui évite peut-être les écueils dont vous avez parlé, et qui permet à l'industriel de se dire au bout de 2 mois, 3 mois, ouais, je vois où ça va pas du tout. Je vois où ça va pas du tout, et c'est là où j'ai besoin de l'accompagnement. Et cette première solution a permis de justement on n'est plus dans les mots, on n'est plus dans l'accompagnement, on est dans les faits réels, et on a fait ressortir vraiment les points process, les points métiers qui sont les plus inadaptés, quoi. Et c'est une solution qui, sur le plan ressources, demande très peu de ressources, je dirais, de la part de l'industriel. Ça répond à votre question? Oui, oui, complètement. Enfin, la difficulté, c'était effectivement un industriel qui veut acheter, une société qui a un produit et qui veut le vendre, et qui malgré tout va lui dire non. Parce qu'il va falloir qu'elle monte en maturité. Pour autant, il serait bien d'avoir effectivement un partenariat, un réseau, parce que potentiellement, ce client, il était là, quoi. Donc, il faut qu'on le fasse monter en maturité pour lui vendre après notre produit et ne pas le perdre. C'est pas une question qu'il n'a pas de sous, ou qu'on veut pas, ou qu'on n'est pas adapté, c'est qu'il lui manque une brique. Donc, il faut qu'il acquiert cette brique-là. Donc voilà, c'était de se dire, est-ce qu'il y a une continuité dans la solution proposée, et qu'on ne risque pas de se dire allez, on le fera sur le tas, quoi. On leur vend quand même le MES, et puis on le fera sur le tas, et puis ça le fera bien, quoi. Non. Alors, je vais vraiment raisonner avec vous d'une façon transparente. Cette situation, évidemment, est une situation qui arrive. On sait dire non. Et très souvent, effectivement, ce non est reçu comme une marque de confiance de la part de l'industriel, et fait disparaître la concurrence. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une phase de conseil, on se retrouve dans une phase effectivement d'accompagnement, où ils se sont dit, oui, là des gens qui existent depuis 20 ans, qui ont su accompagner beaucoup d'industriels, qui ont des solutions qui fonctionnent, on va discuter avec eux. Pourquoi on imaginerait un appel d'offres alors que ces gens-là sont tout à fait capables de nous répondre. Et on est dans une démarche de confiance avec eux, et comme vous le dites, effectivement, on va déterminer, analyser, restructurer, enfin en tout cas poser des bases qui vont permettre, au bout d'un certain temps, de mettre en place une première étape. Ce que je viens de parler, effectivement, est-ce que c'est notre métier ou est-ce que ça ne l'est pas? C'est pas notre métier principal. Et c'est pour ça qu'on ouvre le débat avec des gens comme vous, en vous disant, nous, quand on rencontre ce type de départ, on souhaite le partager avec un autre professionnel, de façon à ce qu'il nous relaie. Mais ce relais, il doit être, je dirais, il faut qu'on se connaisse un petit peu mieux, évidemment. Il faut que tout ce que je viens de vous dire, vous puissiez l'appréhender, qu'il y ait la curiosité d'aller un petit peu plus loin. Et ensuite, effectivement, vous intervenez sur 2 niveaux, cet accompagnement dont on parle, et sur ce pilotage qui est essentiel à la suite de la mise en place. Et oui, on sait dire non. Bon, ça fait mal au cœur de temps en temps, évidemment. Mais oui, on sait dire non. Ok, merci. Bien, mais si on a fait à peu près le tour des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a un... non, j'avais peut-être juste une dernière question par rapport à l'exemple que vous avez donné avec le Factory Pilot à 30 kg. C'était quoi le périmètre pour ces 30 cas? Le périmètre fonctionnel, je présuppose. Oui. On est sur un suivi d'avancement des ordres de fabrication, simplifié, sans interface ERP, j'insiste, sur
le suivi des temps opérateurs par opération. On est sur un périmètre où l'opérateur, grâce à son poste informatique, va pouvoir appeler une documentation pour l'aider dans la mise en œuvre de son opération. Et 3, dans un système d'alerte, de déclenchement d'alerte entre postes ou entre services. Je prends un exemple. C'est notamment une solution qui va très bien pour des ateliers de montage, là où la main-d'œuvre est importante. Et on crée des alertes, par exemple, entre le poste de travail, le poste de montage et, par exemple, la logistique. Le poste de montage ayant besoin de pièces, il déclenche une alerte en disant, ben voilà, soit la pièce que vous amenez n'est pas la bonne, soit je ne l'ai pas en bonne quantité, et dans tous les cas, ça déclenche des indicateurs qui permettent de mesurer la réactivité entre l'alerte, la prise en compte de l'alerte et la résolution de l'alerte. Et finalement, en imaginant des alertes simples, on permet de voir là où les points je ne dis pas de faiblesse, mais les points d'amélioration sont potentiels dans les ateliers. Alors donc c'est quelque chose d'assez simple, hein, c'est ce que j'expliquais il y a un moment, vraiment très simple, mais qui semble très bien correspondre à des premières étapes dans ce type d'atelier. Exemple aéro. Aéro, par exemple. Voilà, bon, l'aéro, évidemment, en ce moment, il peine un peu, hein, mais il y en a encore beaucoup qui fonctionnent, hein, néanmoins. Hein. Voilà, par exemple l'aéro, par exemple tous les ateliers de montage qu'on retrouve en plasturgie, derrière l'injection, etc., etc. Ça va, c'est vraiment une solution très bien. Très bien, parce qu'elle évite les complexités, et elle permet de faire vite remonter les informations, notamment d'indicateurs de temps, de déplacement, et ces différentes alertes qui, bien positionnées, peuvent déjà déceler les points de fragilité ou d'amélioration de l'industrie, de l'industrie. Et on est sur une mise en place très rapide, franchement très rapide. J'ai encore une question, pardon. On parlait du niveau de maturité technique, technologique du système d'information existant du client. Est-ce qu'on a une espèce de checklist qui sont les points de contrôle qui permettent de dire, sur la base de 10 ou 12 questions, combien il est loin d'avoir un existant mature pour intégrer un MES et de manière à définir les plans de modernisation ou d'amélioration nécessaires sur son SI existant? Alors nous, on a ça, oui. On a une checklist, ouais, une checklist, hein. Une procédure, effectivement, ce que j'expliquais un petit peu dans ce qu'on appelle en interne l'analyse préalable. Dans cette analyse préalable, en fin de compte, qui dure plusieurs journées, il y aura effectivement différents ateliers, et il y en aura un dédié sur la partie architecture, informatique existant, maturité. Quel est l'état aujourd'hui du système informatique de l'industriel. Voilà, on est dans une approche d'analyse qui est néanmoins assez rapide et on essaye vraiment déjà de tester cette maturité. Exemple, j'en parlais tout à l'heure, hein, notamment ces données techniques hein, qui sont indispensables. Hein. Je pense aux gammes de nomenclature, OF, opérations, etc. Voilà. Où elles sont, comment elles sont gérées, quelle est la procédure d'amélioration, s'il y en a, est-ce qu'elles sont dans l'ERP, est-ce qu'il y a des outils de type GPAO, est-ce qu'il y a des feuilles Excel dans tous les sens, est-ce que c'est marqué sur des feuilles de papier, qu'est-ce qu'il y a dans les fiches UE, de bien juger cette maturité avant la mise en place du MES, parce qu'autrement, effectivement, ça va être un véritable, ça ne va pas être possible. Ça couvre également son parc machine? Ça peut couvrir le parc machine, ça peut couvrir le parc machine. Pour aller jusqu'au bout, en fait, on n'est pas obligé d'avoir une interconnexion du parc machine avec le MES pour avoir un MES rentable? Du tout, du tout. Aujourd'hui, l'état des lieux du parc machine, c'est que il peut être à la fois, comment je dirais, de temps différents. C'est-à-dire qu'en clair, un industriel, il peut se retrouver avec des machines qui ont 15-20 ans et puis des machines qui ont quelques mois. Les possibilités d'interfaçage ou d'interconnexion de ces machines sont complètement différentes. Et il faut se poser la question, à un moment donné,
de la possibilité de la connexion et qu'elle ne soit pas complexe, et qu'elle soit facilitée. 2, je dirais de la comment on appelle ça ? Pertinence. Oui, c'est au-delà de la pertinence, c'est de savoir si on automatise toutes les interfaçages. C'est-à-dire que plus on va automatiser, plus on décharge l'opérateur de sa responsabilité. Et il y a un bon équilibre entre ces trois choses. C'est-à-dire, 1, les capacités d'interfaçage, 2, la responsabilité de l'opérateur, et l'automatisation, si je peux appeler ça, des interfaçages. Et puis évidemment, la pertinence de l'information. Il est évident que si on n'est pas capable de récupérer des informations pertinentes, ou d'interfacer avec l'équipement des informations pertinentes, c'est pas possible. D'accord. Et oui, c'est un équilibre à trouver entre le besoin, les contraintes et le retour sur investissement, quelque part. Sans oublier, je réitère tout à l'heure, hein, je ne l'ai peut-être pas assez abordé, je dirais l'humain. L'humain, c'est l'opérateur qui est au centre du débat, hein, au centre de la transformation. Hein. Vous ne ferez rien sans eux. Et il faut aujourd'hui, je dirais, on parle de robots, mais le pilotage d'un robot est bien fait par un humain, hein, par un opérateur qualifié évidemment, mais il reste encore beaucoup de capacités humaines dans l'industrie. On ne fera pas disparaître tout ça. Au contraire, il faut valoriser les postes de travail plutôt que le contraire. Et c'est cette tendance qu'il faut absolument prendre en compte. Et c'est à ça que servent ces outils. Ok, merci.